Le 10 avril 1912, le RMS Titanic a appareillé depuis l'Angleterre. Mais ce n'était pas le lancement d'un navire ordinaire. À l'époque, le Titanic était le plus grand paquebot jamais construit. Il mesurait 269 mètres de long, soit presque la taille de 3 terrains de football. Et de la coque au sommet des cheminées, il avait une hauteur impressionnante de 53 mètres, soit la taille d'un immeuble de 17 étages. Considéré comme insubmersible, il a fallu près de 3 ans à 3000 ouvriers pour le construire. Mais à peine 4 jours après son tout premier voyage, à 23h40, le navire est entré en collision latérale avec un iceberg et a disparu sous la surface de l'océan Atlantique. Il n'a fallu que 2h40 au géant pour couler. Et sur les plus de 2200 passagers et membres d'équipage à bord, seuls 706 ont survécu. L'épave resterait perdue pendant encore 73 ans, cachant ses nombreux secrets dans les eaux glaciales de l'Antarctique. Et s'il n'y avait pas eu un homme dont la vie entière a été consacrée à l'exploration de la mer, le navire géant aurait pu rester perdu beaucoup plus longtemps. Cet homme était Robert Ballard. Enfant, il était déjà obsédé par l'océan. Cette fascination a commencé alors qu'il n'avait que 12 ans. C'est alors qu'il a regardé une adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Ce film avait tout pour stimuler l'imagination d'un adolescent, avec de l'aventure, des créatures étranges et un puissant véhicule sous-marin appelé le Nautilus. Il pouvait voyager partout dans le monde. À partir de ce moment, la vie sur la terre ferme n'intéressait plus Ballard. À 23 ans, il a été affecté à l'unité de submersion profonde où il a aidé à développer des techniques pour fouiller le fond de l'océan. Sa plus grande réalisation aura été la création d'Alvin, un petit sous-marin facile à manœuvrer qui pouvait transporter 3 personnes. Il était également doté d'un bras mécanique externe conçu pour recueillir des échantillons sous-marins pendant que l'équipage restait en sécurité et au sec à l'intérieur. Le sous-marin Alvin s'est rapidement révélé utile pour exécuter diverses tâches. Par exemple, il a un jour été utilisé pour retrouver un avion qui s'était écrasé en mer. Mais l'embarcation a connu une série de revers. Une nuit, elle a été attaquée par un espadon, ce qui l'a forcé à devoir refaire surface rapidement. L'espadon, coincé dans la couche extérieure du sous-marin, a fait office de dîner cette nuit-là. Et en octobre 1968, le sous-marin était en train d'être abaissé lorsque les câbles qui le retenaient ont lâché, le laissant tomber dans l'eau avec 3 membres d'équipage à bord. Et comme le petit navire était encore ouvert, il s'est immédiatement rempli d'eau et a rapidement commencé à couler. Heureusement, l'équipage a réussi à s'échapper, mais Alvin a bel et bien disparu. Le mauvais temps a entravé les multiples tentatives de récupération de l'appareil. Ce n'est que l'année suivante qu'il a finalement été repêché. Avec le temps, Alvin a été amélioré. Sa coque a été renforcée par du titane, lui donnant un indice de profondeur plus élevé, ce qui l'a rendu encore plus apte à l'exploration des océans. Le sous-marin spécialisé s'est avéré utile dans de nombreuses expéditions menées par Ballard, qui en compte plus de 100. L'homme a été un des premiers à explorer une chaîne de montagnes sous-marines appelée la dorsale médio-atlantique, au milieu de l'océan du même nom. Et quand il a trouvé des évents thermiques dans le rift des Galapagos à la fin des années 70, il a aussi aidé à découvrir et à documenter le processus de chimiosynthèse, qui est une synthèse chimique complexe de l'énergie alimentaire par les bactéries. Mais sa plus grande découverte était encore à venir. Ballard a affirmé qu'il n'avait jamais été un fanatique du Titanic. Mais il a fini par être obsédé par la recherche du navire, après avoir vu d'autres explorateurs essayer et échouer. Comme il l'a dit par après, le Titanic était clairement le 2e mont Everest de l'époque. Beaucoup d'autres avaient essayé. Beaucoup qui, selon moi, auraient réussi ou auraient dû réussir, mais ne l'ont pas fait. Ballard a commencé à envisager de retrouver le navire dès 1973, et 4 ans plus tard, il a concrétisé cette tentative. Il a utilisé le navire de sauvetage en eau profonde Sea Probe, qui était un navire de forage équipé de caméras et d'un sonar. Mais il a été obligé d'abandonner lorsque le tuyau de forage s'est rompu. Ce n'était tout simplement pas son heure. Au début des années 80, un magnat du pétrole texan, nommé Jack Grimm, a essayé de retrouver l'épave à 3 occasions différentes. Une fois, Grimm était juste au-dessus du Titanic, mais son équipement n'a pas réussi à le détecter. Pas de chance.
Ballard attendait son heure. Il avait besoin d'un plan et d'aide. Le premier problème était de descendre au fond de l'Atlantique. La plus grande descente qu'il avait effectuée auparavant était de 6000 mètres, et cette descente lui avait pris 3 heures, sans compter la remontée. Ballard savait qu'il pouvait compter sur Alvin, déjà amélioré avec une coque en titane, pour résister à la pression de l'océan. Mais il avait aussi besoin de quelque chose qui ne l'oblige pas à descendre avec lui. Un sous-marin télécommandé sans pilote aurait été idéal. Mais d'abord, il devait en créer un. Il s'est adressé aux autorités, espérant qu'elles fourniraient un financement pour son projet. Et bien que le gouvernement d'alors n'ait guère été emballé par le Titanic, ils étaient prêts à l'aider. Mais ils ont posé une condition. Ballard devait d'abord se concentrer sur la recherche de 2 sous-marins, le Thresher et le Scorpion, qui avaient coulé au fond de l'océan Atlantique dans les années 60. Les autorités espéraient les étudier pour découvrir pourquoi elles avaient coulé en premier lieu. Elles voulaient aussi savoir s'il était possible de les récupérer ou s'il était plus prudent de les laisser au fond de l'océan. Ce n'est que lorsqu'il aurait accompli cette tâche qu'il serait libre d'utiliser le temps restant sur son contrat pour trouver le Titanic. N'ayant aucune option de financement, Ballard a accepté l'offre. Il s'est mis au travail. Tout d'abord, il a créé 2 nouveaux appareils. Argo était un traîneau sous-marin à caméra vidéo, non piloté et remorqué en profondeur. Il était conçu pour prendre des photos et enregistrer des vidéos à partir d'une série de caméras embarquées. Il pouvait opérer à des profondeurs allant jusqu'à 6000 mètres et explorer près de 98% du fond de l'océan. Argo était censé être attaché à un bateau. Lorsque le bateau se déplacerait, Argo serait tiré derrière, glissant juste au-dessus du fond de l'océan. La caméra transmettrait ensuite des images à la surface. Le deuxième appareil était un petit véhicule robotisé appelé Jason Jr. Il était aussi contrôlé à distance, ce qui permettait à l'équipage, à l'intérieur d'un submersible comme Alvin, de s'approcher et de photographier les objets sous-marins. Ballard était maintenant paré. Il savait qu'il devait trouver ses sous-marins rapidement. Et cela ne lui prit pas longtemps. À son grand soulagement, la recherche a été relativement simple. Et il a pu remplir ses obligations avec 12 jours d'avance. Avec presque 2 semaines à consacrer à la recherche du Titanic, il est parti explorer l'océan. Il a concentré ses recherches près de Terre-Neuve, au Canada, en tirant Argo le long du fond de l'océan et en examinant les images recueillies. Et après quelques journées infructueuses, ils ont fini par trouver des plaques de coque rivetées et une chaudière. Est-ce que ça pouvait être ça ? Le jour suivant, la grande proue d'un navire a été révélée. Le 1er septembre 1985, Ballard et ses compagnons d'équipage ont réalisé qu'ils avaient enfin trouvé le navire tristement célèbre. La découverte a suscité un mélange d'émotions. Ballard était excité d'être le premier à trouver la dernière demeure du Titanic. Mais il était aussi submergé par le sentiment de chagrin pour ceux qui avaient souffert lorsque le navire avait sombré. Pendant les 4 jours suivants, l'équipage a exploré l'épave. Ils ont trouvé la vigie, d'où l'iceberg avait été repéré pour la première fois. De plus, il y avait enfin des preuves de la façon dont l'énorme navire s'était fendu en 2 avant de couler, avec les 2 moitiés du navire retrouvées. Il y avait des meubles et de la vaisselle, et malheureusement, plusieurs chaussures en cuir de ceux qui n'avaient pas réussi à se mettre en sécurité étaient éparpillées au fond de l'océan. Ballard a réussi là où d'autres avaient échoué, et est rapidement devenu une célébrité mondiale. On pourrait penser que localiser le Titanic serait suffisant pour un seul homme, mais pas pour Ballard. En 2019, il a relevé le défi de résoudre un autre mystère, la disparition d'Amelia Earhart. Elle avait tenté d'être la première femme à faire le tour du monde en avion. Malheureusement, elle a disparu quelque part au-dessus de l'océan Pacifique en 1937. Elle et son aéronef n'ont jamais été retrouvés. Ballard espérait que sa chance l'aiderait à trouver l'endroit où Earhart s'était écrasé. Mais son expédition n'a rien donné. Et bien que Robert Ballard ait découvert plus d'épaves que quiconque, ce n'est là, pour ainsi dire, que la partie émergée de l'iceberg. On estime qu'il y a plus de 3 millions d'épaves dans l'océan, et Ballard n'en a localisé qu'une centaine. Aujourd'hui, âgé de presque 80 ans, l'homme souhaite encourager les jeunes à poursuivre son travail d'exploration des océans et de leurs nombreux mystères. En 1989, il a lancé le projet Jason Learning pour inciter les élèves des écoles primaires à s'intéresser aux sciences, à la technologie
à l'ingénierie et aux mathématiques. Il possède également son propre navire de recherche, appelé EV Nautilus, d'après le nom du sous-marin dans le roman de Jules Verne. Un hommage approprié à l'histoire qui aura inspiré sa carrière. Autrefois un géant célèbre, c'était le plus grand navire de son époque. Aujourd'hui, il n'en reste que 2 grands morceaux gisant au fond de l'océan, à environ 600 mètres l'un de l'autre, déchirés par la collision catastrophique et usés par le temps. La poupe du Titanic a été complètement détruite après avoir heurté le fond de l'océan. Mais on peut encore reconnaître la proue, car de nombreux intérieurs ont été préservés. On trouve un type particulier de bactéries sur les rusticités du navire. Une rusticité est une formation brunâtre de rouille qui se forme sous l'eau lorsque le fer forgé dont est fait le navire s'oxyde. Cela signifie que les bactéries mangent petit à petit le fer de la coque du Titanic. Et il semble qu'elles auront terminé leur repas d'ici 2030, si bien que l'épave disparaîtra à jamais plus tôt que prévu. On pourrait croire qu'il serait plus facile de sortir l'épave de l'eau pour pouvoir la conserver. Mais elle tomberait en miettes si on essayait de le faire. Cela fait plus de 110 ans qu'elle est sous l'eau, et elle est tellement rouillée qu'on ne pourrait pas en reconstruire les morceaux, même si on parvenait à les sortir des profondeurs de l'océan. À ton avis, parmi les 700 personnes qui ont survécu au naufrage du Titanic, y en a-t-il qui ont entendu le Titanic heurter le fond de l'océan ? Après tout, le plus grand navire jamais construit jusqu'alors a littéralement sombré sous leurs yeux. Il se trouve que le son n'a probablement pas voyagé de l'eau à l'air. On n'entend pas très bien dans l'eau car notre corps n'est pas conçu pour percevoir les sons dans un tel environnement. Et bien que les passagers aient été proches du lieu du naufrage, le Titanic a tout de même touché le fond à une grande profondeur, 3800 mètres. Il y a beaucoup de glissements de terrain et de tremblements de terre sous-marins que nous ne pouvons même pas entendre. Et pourtant, ils font beaucoup plus de bruit qu'un simple navire qui s'écrase au fond de l'océan. La plupart des vibrations et des sons ont dû se disperser sur une vaste zone. En outre, le souffle de l'eau, dont beaucoup pensent qu'il a frappé le Titanic après qu'il a touché le fond de l'océan, a dû repousser la majorité des vibrations acoustiques potentielles. Et puis, le fond de l'océan n'est pas d'une dureté telle qu'il puisse produire des sons aussi forts. De nombreux survivants ont affirmé avoir entendu des bruits terrifiants au moment où le Titanic se brisait, mais aucun n'a mentionné avoir entendu quoi que ce soit après que le navire a disparu sous la surface de l'eau. Certains survivants ont raconté le chaos qui régnait lorsque les passagers, principalement des femmes et des enfants, montaient dans les canots de sauvetage. Il n'y avait pas assez de canots, et certains n'étaient même pas remplis à pleine capacité. Personne ne savait comment réagir correctement dans une telle situation. L'exercice d'embarcation de sauvetage avait été prévu pour le matin précédant la collision du Titanic avec l'iceberg, mais pour une raison inconnue, il a été annulé. Un paquebot géant que tout le monde croit insubmersible traverse l'océan. En chemin, il heurte un iceberg et coule. On connaît tous l'histoire. Mais ce qui est effrayant, c'est que c'est aussi l'intrigue de l'épave du Titan, un roman publié en 1898, 14 ans avant que le Titanic ne coule ou même qu'il ne soit construit. Dans le roman, le Titan, dont le nom est d'une justesse effrayante, n'avait pas assez de gilets de sauvetage, de vestes et de canots pour tous les passagers à bord. C'était aussi le plus grand navire de l'époque, d'une taille presque identique à celle du Titanic. Le Titan et le Titanic ont tous deux coulé en avril. Dorothy Gibson était une actrice américaine de films muets et l'une des passagères du Titanic. Elle a survécu à la catastrophe. Dès son arrivée à New York, elle a commencé à tourner « Sauvée du Titanic ». Le film est sorti 1 mois seulement après le naufrage du navire. Dorothy portait même les mêmes chaussures et vêtements que ceux qu'elle avait portés lorsqu'elle était sur le bateau. Le film a eu du succès, mais la pellicule a été détruite dans un incendie et il n'existe plus que dans les mémoires, comme Jack Dawson. Le Titanic n'était pas seul à voguer dans l'océan froid près de l'iceberg qui l'a heurté. Le SS Californian était relativement proche, mais sa radio était éteinte cette nuit-là. À un moment donné, les membres de l'équipage ont remarqué de mystérieuses lumières dans le ciel. Ils sont tout de suite allés réveiller leur capitaine pour le prévenir, mais celui-ci n'a donné aucun ordre. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un simple feu d'artifice. Ils n'ont pas réalisé qu'il s'agissait en fait d'un appel à l'aide. Les fusées éclairantes que les membres de l'équipage du Titanic avaient lancées dans le ciel, espérant que quelqu'un les remarquerait.
Lorsque le SS Californian a reçu les messages SOS, il était déjà trop tard. Selon certains, la pleine lune serait à l'origine de la collision entre l'iceberg et le gigantesque navire. Elle a pu provoquer des marées anormalement fortes qui ont finalement envoyé plusieurs icebergs vers le sud, juste au moment où le Titanic traversait la zone. Oserais-tu goûter le fromage du Titanic ? L'épave est sous la surface de l'océan depuis plus de 100 ans et il a fallu plus de 70 ans pour la trouver. Entre-temps, la plupart des aliments qui avaient coulé avec le navire se sont bien sûr gâtés. Mais il est possible qu'il en reste encore. Certains aliments sont protégés contre la décomposition, comme par exemple le fromage. Les microbes qui transforment le lait en fromage créent des conditions spéciales pour protéger le produit de la dégradation. De même, plusieurs objets ont survécu au naufrage, comme par exemple cette lettre manuscrite écrite par une mère et sa fille à la grand-mère de cette dernière, dans laquelle elle raconte l'incroyable voyage qu'elles ont fait ensemble. La lettre a été conservée depuis plus de 100 ans et vendue aux enchères. Une paire de gants en coton blanc abîmé a été retrouvée dans l'épave. Les musiciens du Titanic ont joué jusqu'au dernier moment. Des partitions et un vieux violon ont été retrouvés dans l'épave. De même que la cloche que l'un des membres de l'équipage a fait sonner 3 fois pour avertir qu'un iceberg était très proche. Ou encore une montre à gousset qui s'est arrêtée à 1h45, heure à laquelle le navire a sombré dans l'eau. Une seule personne aurait peut-être pu changer le destin du Titanic. David Blair était un homme plutôt chanceux. Il était censé prendre la place du second officier du Titanic, mais il a été retiré de l'équipage au dernier moment, ce qui lui a sauvé la vie. C'était une grande chance pour lui, mais quelque chose est venu troubler sa joie. Et s'il était la seule personne qui aurait pu faire quelque chose pour sauver le navire et les passagers ? À l'époque, les navires ne disposaient pas d'une technologie aussi sophistiquée qu'aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas voir une menace à l'horizon. Les jumelles étaient très utiles, mais les membres de l'équipage du Titanic n'avaient pas accès à la pièce où elles étaient conservées. David Blair était le responsable des clés. Il a quitté le navire précipitamment et a oublié de rendre les clés qui se trouvaient dans sa poche. Peut-être que si les membres de l'équipage avaient eu accès aux jumelles, ils auraient vu l'iceberg à temps et auraient eu le temps de changer de cap. Il est possible que l'iceberg géant qui a envoyé le Titanic au fond de l'océan ait été constitué de neige tombée dans le sud-ouest du Groenland. Les scientifiques ont même utilisé un modèle informatique pour calculer les trajectoires de l'iceberg au cours d'une année donnée en tenant compte des courants océaniques et des relevés météorologiques de l'année en question. Il est possible que l'iceberg ait mesuré 520 mètres de long et pesé environ 75 tonnes. Lorsqu'il est entré en collision avec le Titanic, il ne pesait plus que 1,5 tonne. Violette Constance Jessop a été surnommée Miss Insubmersible. Elle n'avait que 24 ans lorsqu'elle a rejoint l'équipage du Titanic en tant qu'hôtesse. Lors de la nuit tragique où le navire a heurté l'iceberg, elle était couchée dans son lit. Dès qu'elle a entendu que quelque chose se passait, elle s'est habillée et s'est rapidement rendue sur le pont. Violette a aidé les passagers à monter dans les canots de sauvetage. 4 ans plus tard, elle était sur le Britannic, le navire jumeau du Titanic. Une fois de plus, le navire commence à couler. Non seulement la femme a survécu à un nouvel accident, mais elle a également aidé d'autres personnes à s'échapper du navire avant qu'il ne disparaisse sous la surface. Voici Arthur John Priest. Non, ce n'est pas un célèbre peintre et il n'a pas découvert un trésor perdu depuis longtemps. Il n'a pas non plus inventé de gadgets sophistiqués, ni battu un record du monde. Non, Arthur John Priest est simplement célèbre pour être insubmersible. Prouvant qu'on peut être à la fois chanceux et malchanceux, Priest a participé et survécu à plusieurs mésaventures en mer, dont le fatidique voyage inaugural du Titanic. Priest n'était pas un homme riche naviguant pour le plaisir. Il faisait partie de la classe ouvrière, employé comme soutier ou chauffeur, coincé pendant des heures dans les entrailles chaudes des grands navires à vapeur. Son travail était pénible et difficile. Il était chargé de maintenir les fourneaux allumés en les alimentant en charbon afin que la vapeur produite soit suffisante pour que les moteurs fonctionnent. Il devait être attentif à ne pas faire surchauffer le système ou mettre le feu au navire. Les fourneaux devaient être surveillés de près et constamment alimentés. Il respirait tous ces airs pollués, travaillant et luttant dans la sueur et la saleté. Souvent torse nu à cause de la chaleur, il était toujours recouvert de poussière de charbon noir. Et quand il avait enfin droit à une pause, ses quartiers d'habitation communs étaient tout près, dans la même partie du bateau.
Il devait être doué car il n'a jamais eu aucun mal à trouver du travail. Mais où qu'il aille, la malchance semblait le suivre. Le premier incident a été bénin. Lorsqu'il était jeune, Priest a travaillé pour le RMS Asturias. Le paquebot a pris la mer pour la première fois en 1907 pour un trajet qui reliait Southampton au Royaume-Uni à Buenos Aires en Argentine. Lors de ce voyage inaugural, le navire a subi une petite collision. Les dégâts étaient suffisamment importants pour qu'ils doivent rentrer pour réparation. Heureusement, aucune blessure grave n'a été rapportée. Priest, imperturbable, est simplement allé travailler sur un autre vaisseau. Mais sa malchance l'a poursuivi à bord de l'Asturias. En 1914, l'Asturias est devenu un navire-hôpital, une aide navale veillant aux soins et au transport des malades dans les eaux européennes et, si nécessaire, à leur rapatriement en Angleterre. Mais en mars 1917, vers minuit, le navire a été heurté par un corps étranger. Sa coque a été percée et la salle des machines a été inondée. Le capitaine a ordonné à tout le monde d'abandonner le navire, envoyant l'équipage, les patients et le personnel de santé dans les canots de sauvetage. Le vaisseau était toujours en mouvement, se propulsant dans l'eau car les commandes principales, situées dans la salle des machines submergées, ne pouvaient pas être éteintes. Le capitaine a refusé de quitter le navire alors que les gens essayaient encore de s'échapper. Il a pu diriger l'Asturias vers Bolt Head où il a finalement atteint la terre sans couler. Les canots de sauvetage restants ont été descendus et les derniers survivants ont pu se mettre en sécurité. Lorsqu'ils ont étudié plus tard les dégâts subis par le navire, l'Asturias a été considéré comme une totale épave. Il serait exagéré d'attribuer la survenue de cette catastrophe au passage de Priest à son bord. Après tout, il n'était même pas sur le navire à l'époque. Mais il semblerait quand même que beaucoup des bateaux sur lesquels il a servi ont dû faire face au désastre. Sa malchance l'a accompagné à son poste suivant sur le RMS Olympique, un énorme paquebot. L'Olympique était vraiment très grand. D'ailleurs, il avait été conçu et réalisé au sein de la même flotte que le Titanic. Mais cette grande taille impliquait des sacrifices. L'Olympique était parfait pour naviguer droit dans une direction donnée, mais très difficile à manier quand il s'agissait de tourner. En septembre 1911, le Hawkey, un navire plus petit qui naviguait à proximité, n'a pas laissé assez de place au grand vaisseau pour manœuvrer. L'Olympique a essayé de modifier sa trajectoire, mais les deux se sont percutés. Le Hawkey, ayant été conçu pour faire face à d'éventuelles confrontations en mer, sa proue renforcée a déchiré la coque de l'Olympique. Deux grandes entailles sont apparues sur le flanc du paquebot. L'arbre à hélice a été gravement tordu. Pire encore, le navire a commencé à prendre l'eau. D'une manière ou d'une autre, l'Olympique a réussi à atteindre la côte sans sombrer, et personne n'a été gravement blessé. Priest n'avait alors aucune idée que cela n'était qu'un avant-goût de ce que l'avenir lui réservait. Il a ensuite trouvé un emploi sur un navire tout neuf, un paquebot extraordinaire, une merveille insubmersible dont on disait qu'il était le plus grand jamais construit. Oui, il allait travailler sur le Titanic. Et quel travail! Pas moins de 29 chaudières à faire tourner, nécessitant 850 tonnes de charbon par jour pour produire la quantité de vapeur suffisante à sa propulsion. Priest était l'un des 150 soutiers qui travaillaient d'arrache-pied dans les entrailles du navire pour entretenir jour et nuit la fournaise, ce qui lui valait de gagner environ $30 par mois. Mais le 14 avril 1912, il s'est retrouvé projeté d'une chaleur extrême à un froid foudroyant. Vers 23h35, l'équipage repère un iceberg. Le Titanic essaie de l'éviter, mais l'alarme a été déclenchée trop tard. 5 minutes après, la collision se produit. L'iceberg a déchiré la coque et les compartiments intérieurs conçus pour être étanches ont été gravement endommagés. L'eau froide de l'Atlantique a envahi le navire qui commença à couler. Des signaux de détresse sont envoyés, mais le navire le plus proche, le Carpathia, est à plus de 3 heures de navigation. Dans l'obscurité de la nuit, coincés au milieu de nulle part, l'équipage et les passagers ont commencé à paniquer. Ceux qui le pouvaient se sont rués sur les canots de sauvetage. D'autres ont sauté dans les flots glacés. Au total, seulement 706 personnes ont survécu à cette terrible nuit. Au moment de la collision, Priest se trouvait dans les quartiers inférieurs du navire. Il était en pause, se relaxant après une dure journée de travail. Et alors que le navire sombrait, il en allait de même pour ses chances de survie. Lui et ses collègues se trouvaient dans la partie du navire qui était à ce moment la plus dangereuse.
Il devait se frayer un chemin dans un dédale de couloirs et de passerelles dont certains étaient inondés dans une course folle vers les ponts supérieurs. Puis, il fallut affronter l'eau glaciale, y plonger et nager désespérément vers un endroit plus sûr. L'océan était si froid que Priest a souffert d'engelures avant de finalement trouver un moyen d'atteindre un des canots de sauvetage. Il était l'un des 44 soutiers ayant survécu cette nuit-là. Après une telle expérience, la majorité des gens ne mettraient probablement jamais plus les pieds sur un bateau. Mais Priest avait besoin de travailler. Son poste suivant s'est aussi révélé une expérience chaotique. On lui a proposé un emploi sur le HMS Alcantara. Le bateau a coulé en 1916 et Priest a une nouvelle fois été l'un des rares à s'en sortir, bien que gravement blessé au cours de l'incident. Mais il a continué à forcer la chance, et le job suivant a dû lui sembler étrangement familier. Il devait partir à bord d'un vaisseau construit par les mêmes ingénieurs ayant conçu l'Olympique et le Titanic. Et ce navire, appelé le Britannic, était le plus grand des trois. Il était aussi considéré comme un navire plus avancé, équipé de nouveaux dispositifs de sécurité installés suite au naufrage du Titanic. Par exemple, il disposait de 48 canots de sauvetage ouverts, dont 46 étaient les plus grands jamais élaborés pour un paquebot. 2 d'entre eux étaient même motorisés et équipés de dispositifs de communication spéciaux. Bonne nouvelle, le Britannic a survécu à son premier voyage sans incident. Déjà une performance que le Titanic n'a jamais pu réaliser. Cependant, le 21 novembre 1916, le Britannic a été ébranlé par une forte explosion, alors qu'il voyageait dans le canal de Kea, dans la mer Égée. La coque était endommagée et une partie des compartiments a commencé à se remplir d'eau. Contrairement au Titanic, le Britannic avait été précisément préparé à une telle urgence. Il était équipé de 5 cloisons étanches qui, en restant intactes, devaient maintenir le navire à flot pendant une période de temps beaucoup plus longue. Mais il y avait un problème. Les hublots des ponts inférieurs avaient été négligemment laissés ouverts. Lorsque le navire s'est incliné, les hublots ont donc permis à l'eau de rentrer, inondant le Britannic et précipitant sa descente au fond de la mer. Cela avait effectivement rendu les cloisons étanches complètement inutiles. Le navire sombrait rapidement, beaucoup plus vite en fait que le Titanic. 35 des canots de sauvetage ont été lancés avec succès, sauvant la plupart des personnes à bord. Sur les 1066 passagers et membres d'équipage, 1036 ont survécu. Priest, toujours sous sa bonne étoile, était bien entendu l'un d'entre eux. Et pourtant, il n'en avait toujours pas fini avec la vie en mer. Il a accepté un nouveau poste de soutier sur le Donegal. Il s'agissait d'un petit ferry de croisière converti en bateau-hôpital. En avril 1917, il a été frappé par un objet non identifié, alors qu'il fuyait une situation dangereuse. Bien qu'il ait souffert d'une blessure à la tête, Priest était sain et sauf. Il a fallu à Priest 2 collisions et 4 naufrages avant qu'il ne soit enfin prêt à prendre sa retraite. En réalité, il aurait même expliqué avoir arrêté uniquement parce que plus personne ne voulait naviguer avec lui. Mais peut-on vraiment les blâmer ? Il vécut le reste de sa vie sur la terre ferme à Southampton, en Angleterre, avec sa femme Annie et leurs 3 fils. Mais on se souviendra toujours d'Arthur John Priest comme l'insubmersible soutier.